Bonjour tous, bienvenue sur Planète Info TV. La CEDEAO menace de faire la guerre, l'Alliance du Sahel riposte. Imaginez la scène. 3 nations d'Afrique de l'Ouest viennent de claquer la porte au nez de leur bloc régional. Et maintenant, ce bloc menace de leur faire la guerre. On parle d'une potentielle intervention militaire, de l'activation de pactes de défense mutuelle, et d'une confrontation continentale qui pourrait redessiner le paysage politique de l'Afrique pour toujours. Ce n'est pas une simple querelle diplomatique. C'est la plus grave crise interne que l'Afrique de l'Ouest ait connue depuis des décennies. Et au centre de tout cela, un jeune capitaine militaire devenu le porte-voix d'une génération fatiguée de l'ingérence étrangère et des promesses non tenues. Bienvenue sur Planète Info TV. Aujourd'hui nous plongeons au cœur de l'épreuve de force révolutionnaire qui met l'Afrique de l'Ouest au bord de la guerre. Voici l'histoire de 3 nations qui ont choisi la souveraineté plutôt que la stabilité, et pourquoi leur rébellion pourrait être l'étincelle qui embrase une transformation continentale. Tout devait se passer comme d'habitude. Un autre sommet tranquille de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être quelques déclarations habituelles sur la coopération régionale, quelques mots sur les défis sécuritaires. Au lieu de cela, ce qui est sorti de leur quartier général est une déclaration qui a provoqué une onde de choc sur tout le continent. Pour la première fois de son histoire, la CEDEAO menaçait ouvertement d'une intervention militaire contre ses propres anciens membres. La cible, l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. 3 nations qui s'étaient officiellement retirées du bloc régional au début de l'année 2024. Mais ce n'était pas qu'une posture diplomatique. La CEDEAO a explicitement évoqué la possibilité d'activer sa force en attente, un mécanisme militaire régional initialement conçu pour des opérations de maintien de la paix. Le langage était prudent, mais le message sans équivoque revenait à un régime civil, organiser des élections et réintégrer le bloc, ou faites face à de lourdes conséquences. Dans les cercles diplomatiques ouest-africains, c'était ce qui se rapprochait le plus d'une déclaration de guerre. L'ultimatum était accompagné d'une liste d'exigences qui ressemblait plus à des conditions de reddition qu'à une base de négociation, transitions immédiates vers des gouvernements civils, rétablissement des élections suspendues, réintégration complète dans les structures de la CEDEAO et, peut-être le plus important, l'abandon de leur pacte de défense mutuelle et de leur pivot vers la Russie et la Chine. Ce n'étaient pas des suggestions. C'étaient des ultimatums avec un calendrier non dit mais évident, obéissez vite, ou subissez les conséquences. Mais c'est ici que l'histoire devient fascinante. Au lieu de reculer, l'Alliance des États du Sahel a répliqué avec encore plus de fermeté. Leur réponse fut rapide, unie et sans compromis. Toute intervention militaire serait considérée comme un acte d'agression contre les 3 nations. Ce n'était pas une rhétorique creuse. Le pacte de défense mutuelle, signé en septembre 2023, était passé du statut de simple document à celui de colonne vertébrale d'une véritable alliance militaire. Pour la première fois depuis les indépendances, 3 nations africaines se préparaient à combattre potentiellement d'autres nations africaines, non pas pour des territoires ou des ressources, mais pour le droit de déterminer leur propre avenir politique. Les dirigeants de l'AES ont utilisé une phrase qui a retenu l'attention de tous, la prochaine phase de la lutte. Il ne s'agissait plus seulement de rejeter la CEDEAO. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, une refonte complète de la manière dont les nations africaines interagissent entre elles et avec le monde. De leur point de vue, la CEDEAO était devenue ce qu'ils appellent un relais de l'influence occidentale, plus soucieuse de contrôler les pays africains que de les rendre autonomes. L'organisation qui était censée promouvoir l'unité africaine était devenue, selon eux, un mécanisme de maintien de la dépendance et du contrôle étranger. Pour comprendre pourquoi 3 nations risqueraient tout pour se libérer de la CEDEAO, il faut revenir au début de cette crise. Car cette rébellion n'est pas née du jour au lendemain. Elle couvait depuis des années. Les graines du mécontentement ont été semées au début des années 2000, lorsque les insurrections djihadistes ont commencé à déborder la région du Sahel. Des territoires entiers ont été perdus au profit de groupes armés tandis que les institutions de l'État s'effondraient. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont supplié à plusieurs reprises la CEDEAO pour un soutien coordonné, une véritable assistance militaire,
pour n'importe quoi au-delà des résolutions bureaucratiques et de l'aide conditionnelle. Ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est un exemple parfait d'échec institutionnel. Les livraisons d'armes étaient retardées. Les opérations de contre-terrorisme étaient fragmentaires. Les forces de maintien de la paix internationale, quand elles arrivaient, se présentaient souvent après que les communautés avaient déjà été déplacées ou détruites. Pendant ce temps, les civils fuyaient leurs foyers, les enfants étaient recrutés par des groupes extrémistes, et des régions entières devenaient ingouvernables. Le Sahel était à feu et à sang, et la CEDEAO tenait des réunions. Mais le véritable point de rupture est survenu lorsque ces pays ont réalisé qu'ils étaient jugés selon un double standard. Quand des dirigeants en Guinée, en Côte d'Ivoire ou au Togo modifiaient leur constitution pour s'accrocher au pouvoir, la CEDEAO se contentait de critiques modérées. Mais lorsque des officiers militaires au Mali ou au Burkina Faso intervenaient, souvent après que des gouvernements élus eurent complètement échoué à fournir les services de base, ils étaient immédiatement sanctionnés, isolés et condamnés. Ce double standard a révélé ce que beaucoup soupçonnaient mais que peu osaient dire à voix haute, la CEDEAO protégeait les régimes en place, pas les peuples. Elle défendait le statu quo, pas la démocratie. Et ce statu quo était fondamentalement brisé. Au centre de ce moment révolutionnaire se trouve un homme qui est devenu l'incarnation d'une nouvelle génération de dirigeants africains, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Quand Traoré a pris le pouvoir lors d'un coup d'État spectaculaire en septembre 2022, beaucoup s'attendaient à un autre homme fort cherchant à prolonger son règne. Au lieu de cela, ce qui a émergé était tout autre, un jeune leader, mu par une idéologie, qui parlait un langage que l'Afrique de l'Ouest n'avait pas entendu depuis des décennies. Traoré n'a pas seulement pris le pouvoir, il l'a utilisé pour des choses que le peuple voulait. Sous sa direction, le Burkina Faso a commencé à changer visiblement. Les réformes militaires ont priorisé la défense des villages au lieu de poursuivre les insurgés dans des embuscades sans fin dans le désert. Les revenus miniers ont été redirigés vers des projets de développement local. Des dispensaires gratuits ont ouvert dans les quartiers urbains. Des projets de logements subventionnés ont été lancés. Les écoles qui avaient été fermées par la guerre ont été rouvertes dans le cadre de programmes civilo-militaires. Ce n'étaient pas des promesses utopiques. C'étaient des politiques tangibles que les Burkinabés ordinaires pouvaient voir et sentir dans leur vie quotidienne. Mais ce n'est pas seulement sa politique qui a fait de Traoré un mouvement. C'est sa voix. Ses discours ne ressemblaient pas à des scripts de bureaucrates. Il ne parlait pas le langage poli des technocrates formés en Occident. Il parlait avec fureur, avec conviction, avec la cadence d'un soldat s'adressant à ses camarades, pas à ses sujets. Nos ressources nous appartiennent. Ni à la France, ni à l'Amérique, ni au FMI, a-t-il déclaré dans un discours télévisé qui s'est propagé comme une traînée de poudre en ligne. Dans un autre, il a prévenu, ils ne veulent pas d'une Afrique debout. Ils nous veulent divisés, dépendants, mourant en silence. Mais notre silence est terminé. Cette voix a commencé à résonner au-delà du Burkina Faso. Des foules au Mali ont commencé à brandir son portrait sur des bannières. Des jeunes au Niger ont partagé ses discours comme des cris de ralliement. Même des manifestants au Sénégal et au Tchad ont invoqué son nom pour dénoncer la corruption et l'ingérence étrangère. Traoré était devenu plus qu'un président. Il était devenu l'épicentre d'un mouvement prêt à faire la guerre pour sa souveraineté. Pendant que l'Alliance des États du Sahel galvanisait ses soutiens, la CEDEAO se retrouvait face à une crise qu'elle n'avait jamais anticipée, une crise de légitimité qui touchait au cœur même de son existence. Autrefois perçue comme le moteur régional de la paix et du progrès démocratique, la CEDEAO était désormais accusée d'être devenue une coquille vide, défendant non pas la démocratie, mais la dépendance. L'organisation censée représenter l'unité africaine était de plus en plus vue comme un syndicat de chefs d'État qui maniait le langage de la démocratie tout en pratiquant le protectionnisme politique. Derrière la façade du multilatéralisme, les critiques affirmaient que la CEDEAO avait longtemps fermé les yeux sur la fraude électorale, les manipulations constitutionnelles et la corruption des élites, tant que les gouvernements concernés maintenaient de bonnes relations avec les partenaires étrangers, en particulier l'ancienne puissance coloniale.
Ce double standard est devenu particulièrement flagrant lorsque des dirigeants de pays comme la Côte d'Ivoire et le Togo ont forcé des troisièmes mandats en modifiant leur constitution. La CEDEAO n'a exprimé qu'une vague préoccupation, sans sanction, sans menace, sans force en attente. Mais quand des soldats au Mali ou au Burkina Faso sont intervenus, affirmant sauver leur nation du chaos, ils ont été instantanément punis par des restrictions économiques drastiques et un isolement politique. Même au sein de la CEDEAO, des fissures commençaient à apparaître. Avec le Nigeria aux prises avec sa propre crise économique, le Ghana distrait par sa dette intérieure, et le Sénégal face à une instabilité politique, le leadership régional semblait fracturé. Certains États membres se méfiaient de plus en plus d'une escalade du conflit avec le trio sahélien, surtout que l'opinion publique commençait à pencher en leur faveur. Beaucoup pensaient que les voix les plus fortes poussant à la confrontation ne venaient pas des capitales africaines, mais d'ambassades étrangères qui pressaient la CEDEAO de contenir ce qu'elle considérait comme une vague révolutionnaire qui pourrait s'étendre au-delà du Sahel. Ce qui nous amène au non-dit de cette crise, le rôle des puissances extérieures. Car ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ne concerne pas seulement la politique africaine. Il s'agit de visions concurrentes de l'avenir des relations de l'Afrique avec le monde. Pendant des décennies, la CEDEAO a opéré dans un cadre fortement influencé par les puissances européennes et les institutions internationales. Des protocoles de maintien de la paix aux mécanismes de sanctions économiques, une grande partie de la capacité opérationnelle de la CEDEAO est financée de l'extérieur. La formation militaire, le partage de renseignements et l'observation des élections sont tous liés à des partenariats occidentaux. Cette dépendance crée des pressions. Elle fausse la neutralité. Et dans des moments comme celui-ci, elle expose les contradictions fondamentales de la mission de l'organisation. L'Alliance des États du Sahel, quant à elle, s'est tournée vers ce qu'elle appelle des partenariats sincères avec des pays comme la Russie, la Chine et la Turquie. Des nations qui, selon elle, traitent l'Afrique comme un partenaire, et non comme un projet humanitaire ou une zone sous tutelle. Ce changement représente plus qu'un simple réalignement diplomatique. C'est une remise en cause fondamentale de l'ordre postcolonial qui a régi l'Afrique pendant 6 décennies. Lorsque les troupes françaises ont été expulsées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, il ne s'agissait pas seulement de présence militaire. Il s'agissait du droit des nations africaines de déterminer leurs propres arrangements de sécurité. Lorsque ces pays ont commencé à explorer des partenariats avec des sous-traitants militaires russes et des financements de développement chinois, ils affirmaient une souveraineté économique qui a profondément dérangé les partenaires occidentaux traditionnels. Pour la CEDEAO, agir contre l'AES ne consiste pas seulement à restaurer un régime civil. Il s'agit de maintenir un système où la direction politique de l'Afrique est encore étroitement surveillée, dans certains cas, dictée par des intérêts extérieurs. Alors, où cela nous mène-t-il? La CEDEAO a proféré ses menaces, mais n'est pas passée à l'acte. L'Alliance des États du Sahel a activé son pacte de défense mutuelle, mais celui-ci n'a pas encore été testé. Les deux camps sont enfermés dans un dangereux jeu d'équilibristes aux conséquences potentiellement catastrophiques. La réalité est que la CEDEAO se trouve piégée dans un dangereux paradoxe. Si elle intervient militairement, elle risque de déclencher une guerre fratricide qui pourrait fracturer l'Afrique de l'Ouest pour des générations. Les images de troupes ouest-africaines envahissant d'autres nations africaines ruineraient à jamais la réputation de la CEDEAO, déclenchant potentiellement une résistance généralisée bien au-delà du Sahel. Mais si elle ne donne pas suite à ces menaces, elle légitime de fait la sortie de l'AES et ouvre la porte à d'autres États frustrés. Des rapports font déjà état d'un soutien croissant pour le modèle sahélien dans des pays comme le Tchad, la Guinée et même certaines parties du Nigeria. Pendant ce temps, les peuples d'Afrique de l'Ouest font leur propre choix. Dans toute la région, les sondages d'opinion montrent un soutien croissant à l'idée que les pays africains devraient être libres de déterminer leur propre système politique sans ingérence extérieure. Le langage de la souveraineté et de l'autodétermination, qui semblait autrefois abstrait, devient concret et immédiat. Ce n'est plus seulement une crise diplomatique. C'est un référendum sur l'avenir de la gouvernance africaine et des relations de l'Afrique avec le monde. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest s'inscrit dans une tendance plus large que nous observons sur le continent. Du Soudan à l'Éthiopie, de la République démocratique du Congo à l'Afrique du Sud,
les nations africaines affirment de plus en plus leur droit de tracer leur propre voie, même lorsque cette voie entre en conflit avec les intérêts occidentaux traditionnels. L'Alliance des États du Sahel représente quelque chose de nouveau en politique africaine, une véritable alternative au modèle post-colonial qui a gouverné le continent depuis les indépendances. Reste à savoir si cette alternative réussira, mais sa simple existence change déjà le débat sur ce à quoi peut ressembler l'indépendance africaine au XXIe siècle. Pour la première fois depuis des décennies, des dirigeants africains parlent de la souveraineté non pas comme d'un slogan, mais comme d'un principe de gouvernance. Ils construisent des institutions conçues pour servir d'abord les intérêts africains, et non pour accommoder des partenaires extérieurs. Et ils le font avec le soutien de leur population, de plus en plus excédée par les promesses non tenues et les modèles de développement ratés du passé. Cela ne signifie pas que l'Alliance des États du Sahel est parfaite ou que les gouvernements militaires sont la solution aux défis de l'Afrique. Mais cela signifie que les anciennes certitudes sur la politique africaine, que la stabilité nécessite une surveillance extérieure, que la démocratie doit suivre les modèles occidentaux, que les nations africaines doivent choisir entre des puissances mondiales concurrentes, sont remises en question d'une manière qui semblait impossible il y a quelques années à peine. Alors, que va-t-il se passer ? La vérité, c'est que personne ne le sait. C'est un territoire inconnu pour l'Afrique de l'Ouest, et les enjeux ne pourraient être plus élevés. La CEDEAO pourrait mettre ses menaces à exécution et tenter une intervention militaire, déclenchant potentiellement une guerre régionale qui pourrait durer des années et déstabiliser toute la région. Ou elle pourrait discrètement faire marche arrière, admettant de fait que son autorité ne s'étend pas aux nations qui rejettent sa légitimité. L'Alliance des États du Sahel pourrait prouver que son modèle de gouvernance peut apporter de réelles améliorations à la vie de ses peuples, inspirant potentiellement des mouvements similaires à travers le continent. Ou elle pourrait se retrouver isolée, étranglée économiquement, et finalement contrainte de compromettre ses principes pour survivre. Ce qui semble certain, c'est que l'ancien modèle d'organisation régionale africaine est en train de s'effondrer. Reste à savoir si ce qui le remplacera sera meilleur ou pire, mais il n'y a pas de retour possible au statu quo qui existait avant le début de cette crise. Les jeunes qui agitent le portrait d'Ibrahim Traoré dans les rues de Ouagadougou et de Bamako ne soutiennent pas seulement un leader politique. Ils soutiennent une idée. L'idée que les nations africaines peuvent se gouverner elles-mêmes, peuvent choisir leurs propres partenaires, peuvent déterminer leur propre avenir sans demander la permission aux anciennes puissances coloniales ou aux institutions internationales. Cette idée est puissante, et elle se propage. Et cela pourrait être le développement le plus important de la politique africaine depuis des décennies. C'est l'histoire de 3 petites nations qui ont regardé l'organisation régionale la plus puissante d'Afrique de l'Ouest et lui ont dit non. C'est l'histoire d'un jeune capitaine militaire qui est devenu la voix d'une génération. Et c'est l'histoire de la façon dont la lutte pour la souveraineté africaine redessine le paysage politique du continent. Que vous y voyez une rébellion dangereuse qui menace la stabilité régionale ou une affirmation attendue depuis longtemps de la dignité et de l'indépendance africaine dépend probablement de votre vision des relations de l'Afrique avec le monde. Mais ce qui est indéniable, c'est que nous assistons à un moment historique, un moment qui pourrait déterminer l'orientation de la politique africaine pour les générations à venir. La question n'est pas de savoir si cette crise sera résolue. C'est de savoir comment elle sera résolue, et ce que cette résolution signifiera pour l'avenir de la gouvernance africaine et des relations de l'Afrique avec le monde. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'Alliance des États du Sahel est-elle composée de courageux combattants de la liberté qui affirment la souveraineté africaine ? Ou sont-ils de dangereux rebelles menaçant la stabilité régionale ? La CEDEAO défend-elle la démocratie et l'état de droit ? Ou protège-t-elle un système néocolonial qui a trahi les peuples qu'elle est censée servir ? Laissez-nous vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette analyse utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à Planète Info TV pour plus de reportages approfondis sur les histoires qui façonnent notre monde. Car comprendre ces développements mondiaux complexes, ce n'est pas seulement rester informé, c'est comprendre les forces qui redessinent notre monde en temps réel. Merci de votre attention, et à